Sur cette table, nous avons donc Tiff, qui est illustratrice, autrice, voilà, illustratrice et autrice, et aussi graphiste, qui va intervenir avec nous sur ce thème dans la conférence. Nicolas Marty, qui est éditeur sur Projet Silex, et qui est donc présent dans la salle aussi, que vous pouvez découvrir. Nous avons Lise Steven, qui est autrice. Quelque part, moi, si je suis autrice, c'est aussi parce que Lise, quelque part, nous a aidés, et elle va vous expliquer pourquoi, avec un projet qui s'appelle Écocyclique, et un super forum qui aide les auteurs à écrire. Et nous avons Stéphanie, qui est bibliothécaire, qui fait partie de l'association des aventurières avec moi-même, qui va donc nous parler du bout de la chaîne du livre, puisqu'on va parler aujourd'hui de la chaîne du livre depuis la création artistique, c'est-à-dire de mettre des mots pour créer une histoire, à la conception du livre, où ils vont intervenir, et normalement, donc on devait parler avec Pierre-Marie aussi du travail du libraire qui va amener le livre depuis la maison d'édition jusqu'au lecteur, et on parlera avec Stéphanie du projet, du travail de la bibliothécaire, de comment ils récupèrent les livres et comment ils les amènent au lecteur. Pierre-Marie, Stéphanie et moi-même devions aussi intervenir sur les salons, puisque Pierre-Marie organise Imaginaire à Angers, Stéphanie et moi-même organisons les Aventuriales. C'est un autre moyen d'amener le livre de l'auteur, de l'éditeur, jusqu'au lecteur. Voilà. On va commencer peut-être avec les deux autrices. Et du coup, quand tu écris, Sylvain, est-ce que tu écris avec une vision du lecteur que tu vas avoir derrière, ou est-ce que tu écris tout simplement un texte parce que tu en as, oui, je pense qu'il t'a lu, parce que tu en as l'imagination et l'envie? J'ai envie de dire que c'est un petit peu des deux, puisque de toute façon, un roman, une histoire, ça part toujours d'une intention, d'une impulsion. Il y a des gens qui rêvent, il y en a d'autres qui font la vaisselle, mais en gros une histoire ça vous attrape quelque part et puis ensuite vous vous lancez dedans. En revanche, quand je suis en train de l'écrire, je pense toujours à la personne à laquelle l'histoire se destine. Alors pas une personne physique bien sûr, mais si j'écris un roman pour les 8-12 ans par exemple, je vais pas du tout avoir la même façon de me projeter dans l'histoire et de créer les personnages que si j'écris une comédie romantique ou un thriller pour des lecteurs plus vieux. Alors, pour le coup, moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, bon, après, j'ai publié un seul roman pour l'instant, mais quand j'écris, je me pose absolument pas d'autres questions que est-ce que ça me plaît à moi. Donc, si l'histoire me plaît à moi, je me dis que par extension, elle devrait plaire à d'autres. Et si par la suite, j'ai l'ambition de la faire éditer, je veillerai à la faire rentrer dans des cases un peu plus conventionnelles. Si je me rends compte que c'est à cheval sur l'adolescent et l'adulte, qu'il y a des passages un peu trop sombres, donc je vais peut-être les enlever. Ou au contraire assombrir l'ensemble de l'histoire. Mais c'est vrai qu'au début de la conception, je ne me pose pas la question. J'écris comme ça vient et c'est déjà bien assez dur comme ça. Nicolas, toi, quand tu sélectionnes les livres, quand tu sélectionnes les textes, est-ce que tu sais déjà vers quel public tu vas t'orienter? Alors oui, essentiellement parce que quand on sélectionne les manuscrits, on sait quels sont nos lecteurs en fait. Parce qu'on les connaît, on les rencontre en salon, on les rencontre sur internet, donc forcément on sait qui ils sont et on a une idée quand même globale de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils n'aiment pas. Du coup, effectivement, nous, typiquement c'est l'inverse, c'est que notre premier métier ça va être de catégoriser en fait. Ça va être d'essayer de dire bon bah ça a priori ça devrait plaire à tel lecteur et lectrice ou ça ne leur plaira probablement pas. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des fois des coups de cœur et des fois juste pousser des livres parce qu'ils nous plaisent et qu'on fait un pari en fait, tout simplement. On se dit, à la limite, il nous plaît, est-ce qu'on peut peut-être considérer que les lecteurs et lectrices sont aussi un libre arbitre et que ce ne sont pas juste des objets marketing finalement, ce sont des vraies personnes. Les lecteurs, certainement, le livre, ça devient de plus en plus, suivant les sociétés, ça devient de véritables objets marketing. Et ça, des fois, c'est un petit peu dommage, c'est au détriment de la qualité du texte. On fait une belle enveloppe, une magnifique couverture. Bon, Tiff fait des très belles couvertures, mais des fois, malheureusement, il y a une très très belle couverture, puis quand on tourne les pages derrière, il n'y a pas grand-chose. Un texte, donc, ça s'écrit sur 6 mois, 1 an, 3 ans. Tu es plutôt dans quelle catégorie? Alors en fait,
Moi, ça dépend vraiment des livres. Il y a des romans que j'ai mis 4 ans à écrire. Il y a des romans que j'ai mis 6 mois à écrire ou 1 mois. Et vraiment, tout dépend des histoires et de la taille aussi de l'histoire que j'ai à raconter. Si c'est une petite histoire, on va dire juste un épisode dans la vie d'une personne, forcément, ça va être plus court, donc ça va me prendre moins de temps à écrire. Quand j'écris une saga qui va se dérouler sur plusieurs années, forcément, je vais prendre plus de place, prendre plus mon temps. Et je me pose jamais la question de savoir à l'avance quelle taille ça va faire. J'écris juste l'histoire, j'écris ce que j'ai besoin d'écrire pour que ça fasse une histoire. Combien de temps pour écrire Alunia ? Alors de moins en moins de temps. Le livre que j'ai publié là récemment, je l'avais commencé en 2006. Donc il y a un petit moment. Mais voilà, j'avais écrit le premier jet, donc j'étais au lycée à l'époque. Je l'ai réécrit un certain nombre de fois derrière. Et je l'ai vraiment terminé, j'ai posé le chapitre final en 2016, 17, un truc comme ça. Donc ça m'a pris un certain temps. Les suivants, j'ai mis à peu près 1 an. Et tu es passée par des becta-lectrices ? Alors, je suis allée sur Cocyclix pour m'aider pour le premier jet du tome 2, justement. Parce que je galérais un petit peu après avoir passé autant de temps sur le tome 1. Même si je savais exactement ce que je voulais raconter et comment, ça devenait compliqué en fait avec la pression d'édition qui arrivait derrière, les futures attentes des lecteurs. Voilà, je flippais un peu. C'était Célia Flo qui m'a conseillé Cocyclix avec le super challenge premier jet. Donc j'y suis allée et c'est vrai que ça m'a beaucoup déstressée, ça m'a fait relativiser et j'ai pu écrire aussi rapidement en fait le tome 2. Alors, Sylvaine, en plus d'être autrice, a créé Cocyclic. Cocyclic, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, un site d'entraide entre auteurs. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du projet et nous en parler un peu plus ? Toute l'histoire. Non, juste voilà, pourquoi tu as créé et pourquoi et quelle était la motivation première ? Alors Cocyclix, c'est un forum que j'ai créé en 2007, mais pas toute seule. J'étais avec une dizaine d'amis à l'époque, des gens que j'avais rencontrés en ligne. Et ce qui m'était arrivé, c'est que quand j'ai écrit mon premier roman, je me suis trouvée assez désemparée à la fin de l'écriture, parce que même si je l'avais relu, j'avais corrigé la forme comme je pouvais, j'avais corrigé l'orthographe, mais je sentais bien que c'était pas ça, que c'était pas un vrai livre, qu'on n'en était pas au stade que je pouvais l'envoyer à des éditeurs ou même le faire lire à des inconnus, c'était pas possible. J'aurais pas pu l'auto-éditer en l'état, très certainement. Et j'ai rencontré une amie, donc Silène Edgar, qui maintenant aussi est autrice, qui publie en jeunesse et en vieillesse. Et j'ai mis en vieillesse, c'est pour les plus de 18 ans. Plus de 18 ans, c'est ça. Et donc elle m'avait conseillé, elle m'avait lu ce manuscrit, elle m'avait donné des petits conseils, genre elle m'avait dit que j'avais fait des phrases très très lourdes, des choses comme ça. Elle m'avait dit il faut que tu travailles tes textes, et puis je sais pas pourquoi ne pas essayer de rencontrer d'autres auteurs, de lire d'autres auteurs, de travailler ensemble, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc j'ai cherché un petit moment sur internet, et à l'époque, à part les forums de maisons d'édition, il n'y avait vraiment pas grand chose pour rencontrer d'autres auteurs, parce que moi je connaissais pas du tout d'auteurs. Je suis ingénieure en informatique à la base, donc les autres informaticiens n'écrivaient pas beaucoup. Certains lisaient quand même, hein. Mais bon, j'avais pas du tout le public dans mon entourage pour m'aider. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré un certain nombre d'autrices et d'auteurs en ligne via ces forums. Et puis entre nous, on s'est échangé nos textes, on a commencé à se lire les uns les autres, et donc à se bêta-lire. Et se bêta-lire, c'est lire le texte avec un œil critique et objectif, mais bienveillant. Le but, c'est pas de détruire un texte et de montrer que les failles, c'est que l'auteur, en lisant votre bêta-lecture, il sache ce qui marche et ce qui ne marche pas dans votre texte. Donc il y a différents niveaux de bêta-lecture. Par exemple, moi, pour maintenant, parce que ça fait longtemps que j'écris des livres et que j'en publie tout ça, et 10 ans d'expérience, forcément, ça finit par payer. Maintenant, j'ai plus besoin de bêta-lecture aussi pointue et aussi détaillée que par le passé. Mais une bêta-lecture, ça peut être simplement une lecture avec, par chapitre, un petit résumé de ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé du point de vue du lecteur. Ça peut être aussi une recherche dans le texte avec, ici, tel paragraphe, c'est complètement incompréhensible, ou alors ici, c'est très drôle et je te mets des smileys qui rigolent. Des fois, il y a aussi des petites blagues, tout ça, quand les bêta-lecteurs sont vraiment sympas. Et bon, voilà, ça vous permet d'avoir un aperçu de votre texte, de ses failles, de ses faiblesses, de ce qui fonctionne ou pas, de retravailler et ensuite éventuellement de le montrer à un premier véritable lecteur, sachant que l'éditeur, c'est quand même
le lecteur ultime, puisque c'est lui qui décidera ou non de le publier. Enfin, quand vous passez par le circuit traditionnel, bien sûr. Est-ce que tu passes aussi par un système de bêta-lecture que tu fais avec tes auteurs Alors, on a un comité de lecture qui va effectivement lire les manuscrits, qui va lire une partie des manuscrits, donc, et qui va nous faire des retours dessus, mais ce ne sera pas des retours détaillés, et ce ne seront surtout pas des retours de travail. C'est-à-dire que vraiment le rôle du comité de lecture, ce n'est pas du tout de dire telle piste ou telle piste pourrait être améliorée, c'est d'une manière générale ce que ça nous a plu ou pas plu. Et nous, c'est cette donnée-là qui va nous intéresser. Après, le rôle de l'éditeur, si je schématise et que je grossis un petit peu le trait, c'est quand même d'être un super bêta-lecteur, puisque son métier, c'est littéralement de faire progresser le texte, de le faire avancer. Et ça passe par une phase justement de recherche poussée, tous les commentaires que pourrait faire un bêta-lecteur, tel paragraphe, le style est lourd, peut-être ici on pourrait raccourcir, peut-être que ce personnage n'est pas assez développé, peut-être que celui-ci mériterait à l'inverse d'être un peu plus effacé, parce que là il prend trop de place par rapport à l'intrigue. Et tout ça, c'est effectivement quelque chose qu'on va faire dans le cadre du travail éditorial. Alors, pour avoir travaillé avec plusieurs éditeurs, je pense que c'est nécessaire et que c'est aussi une des clés du travail de l'éditeur. On a vu trop d'éditeurs. Je vais juste faire un petit parallèle, un petit point entre les éditeurs qui sont des vrais éditeurs, comme Nicolas, c'est-à-dire qui prennent en charge tout le travail éditorial de A à Z. Et les faux éditeurs, les éditeurs arnaqueurs, qui prennent tous les textes, qui vous envoie une réponse dans les 3 jours en vous disant votre texte c'est génial, mais par contre ça vous fera 4 000 €. Voilà. Là, aujourd'hui, il faut que ce soit clair, un éditeur ne fait pas payer un auteur. Un éditeur, il prend un risque, il fait un pari, il va donc faire du travail pour pouvoir faire en sorte que le livre se vende avec une belle couverture qui enrobe et qui correspond au texte qu'il y a à l'intérieur. Je disais tout à l'heure qu'il y a des fois des belles couvertures, mais dedans il n'y a rien. Non, l'éditeur, le but du jeu, c'est que la couverture, elle amène le lecteur vers le texte. Et que le texte, après, finalement, il prenne sa place. Voilà. Et voilà. C'était le petit parenthèse. Et c'est encore mieux quand l'éditeur aussi, après, paye l'auteur. Ouais. C'est clair. Moi, j'aime bien cette phase-là. Je crois qu'on l'aime tous. Quand tu reçois les droits d'auteur, tu dis « Oh, chouette, oh, chouette !» Ça veut dire que le livre a aussi trouvé son lecteur. Les auteurs, malheureusement, ils gagnent que sur une petite part infime du prix du livre. Donc, Pierre-Marie devait vous en parler, puisqu'il devait vous parler un petit peu du schéma et qu'est-ce que ça coûte en fait dans un livre. On va juste parler de la part éditoriale, finalement. Mais avant d'en arriver là, avant d'arriver à déterminer le prix du livre, il faut faire une couverture à un livre. Donc nous avons Tiff qui va nous expliquer un petit peu comment elle travaille et comment elle fait cette couverture. Alors pour faire une couverture dans une édition classique, on va dire, ça va être l'éditeur qui va me contacter. Et il va me contacter pour une bonne raison, c'est qu'en fait mon style et la manière dont ce que je dessine correspond déjà à ce que lui a en tête pour le livre. Par exemple, un truc tout bête, mais je ne vais pas, par exemple, illustrer des livres jeunesse, parce que ma manière de dessiner n'y correspond pas. Donc à ce moment-là, ça serait plutôt de l'imaginaire pour des adolescents ou de l'adulte. Donc là, il va me contacter, il va me dire, voilà, le livre parle de ci, de ça, il va me fournir ce qu'on appelle un pitch, donc un résumé qui s'attarde un petit peu plus sur certains éléments qui vont me permettre, moi, de cerner l'ambiance, le public cible, et ce que attendre. Il y a certains éditeurs qui soit me laissent carte blanche en disant donne-nous plusieurs croquis et on verra celui qu'on préfère, ou d'autres qui ont quelque chose de très précis en tête et à ce moment-là j'ai juste à leur proposer un croquis défini. Il arrive aussi que l'éditeur et l'auteur travaillent de concert. C'est relativement rare, mais ça arrive que l'éditeur demande son avis à l'auteur. À ce moment-là, soit moi je rentre en contact directement avec l'auteur et on discute tous les 3 par mail, soit l'éditeur fait la navette entre l'auteur et moi. Donc quand l'auteur a son mot à dire, c'est pas mal non plus.
Ça permet d'avoir une couverture qui plaît à tout le monde et qui, en plus, devrait trouver son public. Si l'illustrateur n'est pas trop mauvais, la couverture devrait quand même plaire. Sachant que, au-delà d'une simple illustration, la couverture, c'est la carte d'identité d'un livre, c'est ce qui va lui permettre de ressortir. Là, vous le voyez en salon, il y a énormément de livres. Si la couverture n'attire pas votre regard, vous allez à la prochaine, en fait. Voilà. Moi, je voudrais juste dire qu'en tant qu'autrice, on m'a toujours montré la couverture avant et demandé mon avis. Toujours. Et personnellement, je trouve ça normal qu'on me demande mon avis. Et en général, de toute façon, si j'apporte des commentaires, de toute façon, c'est l'éditeur qui choisit la couve et qui choisit le style, etc. Il n'y a aucun problème. Par contre, c'est sûr que je vais pointer s'il y a des éléments qui sont discordants avec le contenu du livre. Ou si je remarque des choses qui sont un petit peu étranges. Donc là, récemment, j'avais juste indiqué sur une couverture que, par exemple, c'était tout bête, hein, mais le roman a pour personnage principal une héroïne, et on avait deux personnages sur une vague, donc le garçon et la fille, et c'était le garçon qui était sur le haut de la vague et la fille qui était à côté. Moi j'ai dit, quand même, petite minute féministe, c'est l'héroïne qui est au centre de l'histoire, ce serait mieux qu'elle soit sur la vague. Bien entendu, l'illustratrice tout de suite a fait le petit switch, c'était très facile. Oui, après c'est logique, sachant que les illustrateurs ne lisent pas toujours les livres. Il y en a certains qui le font, mais la plupart du temps, en fait, on n'a pas le temps de lire des livres de 300, 500 pages. Il suffit que le livre ne nous plaise pas en plus et ça coupe pas mal d'inspiration, on va le dire. Donc un pitch c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on n'a pas toutes les nuances et c'est là qu'en fait le contact avec l'auteur est vachement sympa quand il est en supplément du contact avec l'éditeur. Effectivement. Après, moi j'aime bien que l'éditeur soit entre moi et l'illustrateur, ou l'illustratrice, parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir un super bon contact en direct. Je trouve ça bien aussi parce que comme ça peut tempérer les échanges si jamais il y a des désaccords. Et par contre, ce qui est bien, c'est que l'éditeur peut aussi transmettre tout positif après quand on est content. Moi en général, toutes mes couvertures étaient chouettes et je les aimais et c'était juste des petits points de détail à changer, mais bon voilà, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui gère le projet, parce qu'on est tous des individus avec des personnalités. J'aime mieux aussi, ça permet de ne pas partir dans tous les sens. Quand on a l'auteur qui va dire alors moi j'aimerais modifier ci, ça, et si on rajoutait un sac à main, je sais pas, un truc, pourquoi l'éditeur il fait oui, bon pourquoi pas, peut-être, et puis tant qu'à faire on a qu'à lui mettre des oreilles, on sait pas, ça peut partir très vite dans tous les sens, et c'est vrai que l'éditeur qui temporise, qui filtre aussi un peu selon sa vision, que lui a de la couverture, de sa charte graphique aussi, pourra déjà discuter en amont avec l'auteur de ce qui correspond ou pas, ce qui est faisable, et ensuite discuter avec moi de ce qu'on garde. Justement, j'allais venir à la charte graphique. Sur Projet Silex, tu as monté une charte graphique où tu travailles avec, en fonction de l'inspiration, les illustrateurs différents Alors, plus que l'inspiration, je travaille en fait tout simplement avec les illustrateurs et les illustratrices qui sont les plus pertinents pour le roman, en fait, à mon sens. Typiquement sur Rocaille, on avait donc une couverture par Cindy Caneve. Et pour moi, c'était une évidence qu'on allait passer par Cindy, parce qu'on cherchait quelque chose on voulait une couverture baroque, on voulait quelque chose avec une identité graphique, mais qui n'était pas une identité graphique strictement figurative. On voulait quelque chose qui soit plutôt symbolique. Et donc, jusqu'à présent, pour les deux précédents, on était passé par l'illustratrice Christina Kalida, mais qui, elle, fait plutôt vraiment des personnages, et on ne voulait pas ça. Donc c'était normal de ne pas passer par... Je pense que je rejoins complètement, je pense que c'est aussi le rôle de l'éditeur qu'en amont déjà de réfléchir à ce qui serait le plus pertinent pour le livre, d'en discuter. Moi je sais qu'avec les auteurs et les autrices, en fait, de manière générale avec les autrices, parce que non, s'il y a Mathieu Rivéro, ok. Mais dans tous les cas... Et dans Férocité, tu as quand même Thomas Fouchot, tu as quand même un paquet d'auteurs. Quand même. Tout à fait. Après, sur un recueil de nouvelles, c'est encore un petit peu différent, parce que là, on a 10 auteurs et autrices. Donc, recueillir l'aval de tout le monde sur tous les détails, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Donc là, on est obligé d'être un petit peu plus, directif sur la manière dont on appréhende la chose. Mais en tous les cas, juste sur la partie strictement charte graphique, on n'a pas une charte graphique en elle-même. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une on a une ligne éditoriale, ce qui fait que nécessairement, en fait, on va avoir une charte graphique qui va en découler, puisqu'on va être sur des ouvrages qui vont nous plaire pour un peu les mêmes raisons. Avant d'en arriver quand même après à la publication du livre, il y a tout le travail de correction.
Donc nous n'avons pas de correcteur sur la table, hein. Pas correctrice non plus. Non, pas du tout. Voilà, TIF non plus. Le travail de correction, c'est un travail qui est hyper important. On passe par des professionnels qui vont effectivement aller chercher les petites bêtes derrière les petites bêtes, les petites coquilles, même si on en trouve dans tous les livres actuellement publiés. On fait un petit peu aussi dans le travail de bêta lecture, des fois on fait des petites corrections, mais c'est très léger et ça reste, je ne vais pas dire de l'amateurisme, mais ça reste d'un auteur à un auteur. C'est-à-dire que si vraiment on voit une grosse faute, on va la signaler. Tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Mais il faut bien voir que la bêta lecture, ça permet de rendre le manuscrit lisible. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt à être envoyé au public. Ça veut juste dire qu'il est assez bon pour aller dans les comités de lecture et puis ensuite passer à l'autre phase si jamais on est en auto-édition et qu'on estime que ça y est, le livre a assez été revu. Dans ce cas-là, on va faire appel normalement à un correcteur ou une correctrice. Mais voilà, la bêta lecture, ça ne remplace pas le travail éditorial. Pas du tout. J'ai eu malheureusement, il y a quelque temps, une personne qui m'a envoyé un livre à lire, une personne auto-éditée, et je commence à le lire, et puis bon, je vois les fautes quand vraiment elles sont évidentes. Donc je lui ai envoyé un petit message en disant, écoutez, je pense que vous êtes trompé de fichier, vous m'avez envoyé la version avant correction ou quelque chose. Elle me dit, non, je vous assure, ça a été relu en bêta lecture. Ah, je dis d'accord. Bon, alors écoutez, j'ai refait le travail que tu viens de faire là, c'est-à-dire que j'ai réexpliqué que bêta lecture et correction, c'était pas tout à fait la même chose. Que la bêta lecture, elle travaillait le fond du texte, et que la correction, le correcteur orthographique et grammatical, il va vraiment aller chercher les erreurs, les fautes, et vraiment rendre le texte presque, on va dire, presque parfait, sachant que la perfection n'existe pas. Et la ponctuation aussi, hein, parce que les virgules... Il est tiré quadratin, tout ça. Les points-virgules, les espaces insécables avant, etc. Et puis aussi, pour faire une belle mise en page propre, il faut respecter la taille, l'espace qui est entre les mots ne doit pas être plus grand que celui entre les deux lignes, parce que sinon, en fait, votre page, elle est moche une fois que vous l'avez imprimée. Enfin, tout ça, c'est tout un ensemble de règles qui nécessitent un regard professionnel. Et c'est quand même mieux de faire appel à des gens dont c'est le métier. TIF, par exemple. Oui, ça fait partie de mon autre casquette qui est graphiste. Donc, je fais de temps en temps de la mise en page de romans avant de les envoyer à l'impression, que ça devienne des vrais livres. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte auxquelles on ne pense pas forcément. Cette histoire d'espace entre les lignes et entre les mots, c'est hyper important. C'est ce qu'on appelle le gris typographique, c'est-à-dire que si vous regardez le livre de loin, il faut que la page, les mots forment un gris uniforme et pas qu'il y ait des énormes lézardes blanches au milieu. C'est pas beau, c'est moche, on n'en veut pas. Voilà. Il y a même d'autres trucs, en fonction des maisons d'édition, vous découvrez des trucs, mais là récemment j'ai une correctrice, et franchement elle avait vraiment le regard super affûté, parce qu'elle regardait même les mots qui commençaient et terminaient les lignes sur plusieurs paragraphes, et elle changeait la taille et les espacements pour pas que ça fasse quelque chose de répétitif et qu'on ait l'impression en fait de copier-coller. Enfin, je sais pas comment l'expliquer avec des mots, mais en tout cas c'était vraiment hyper pointu la façon dont elle a tout décalé les phrases pour que ce soit super clean à la fin. C'est ça, il y a, parmi ces espèces de détails, parmi ces détails-là, il y a par exemple ne pas laisser un mot tout seul au bout d'une ligne à la fin d'un paragraphe. Tout le monde ne le fait pas, mais moi quand je vois ça dans une maquette, je demande au moins à ce qu'on change ce qu'on appelle l'interlettrage, un tout petit peu, de sorte à ce que soit ce mot tout seul se retrouve sur la ligne d'avant, soit qu'il y ait au moins 2 ou 3 mots sur la ligne d'après. Un mot tout seul, ou pire, le mot tout seul, en haut d'une nouvelle page, c'est pareil, c'est super vilain. Et un autre truc super vilain, après j'arrêterai, mais un autre truc super vilain, c'est que si personne ne regarde après la maquette, toutes les pages en faisant attention, il y a aussi des mots qui se retrouvent pour rentrer dans les lignes super rapprochées et les lettres toutes collées, et du coup vous avez l'impression que quelqu'un a compacté votre phrase, et c'est très très laid. Ouais. C'est tout le problème en fait de la césure, de pas de césure. Le mieux, c'est quand même d'en mettre, mais parmi les règles un peu reloues, il y a ne pas mettre plus de 3 césures à suivre, par exemple. Si vous avez un paragraphe de 20 lignes avec 3 lignes qui suivent où il y a une césure, il faut faire en sorte qu'elle n'y soit pas ou la déplacer ailleurs. Tu peux rappeler ce que c'est une césure? Oui, une césure, c'est quand on coupe un mot entre 2 syllabes pour qu'il passe sur 2 lignes. Voilà, quand il ne rentre pas en entier sur 2 lignes. C'est très très important. J'ai une amie autrice et membre de l'association qui vient de regarder son BAT
Et donc elle avait une incise, donc c'est la phrase de dialogue, la virgule et le petit commentaire sur la personne qui parle. Donc mange-t-elle, par exemple, mange-t-elle ces mots, et il lui avait mis une césure entre mange et a. Et à la ligne, donc ça faisait mange, elle avait a, tel à la ligne. Donc ça, c'est pas faisable, quoi. Non, c'est pas très bien. En tout cas, tout ça, ça contribue vachement au confort du lecteur et au fait que quand vous ouvrez le livre, vous avez l'impression que c'est un vrai livre et pas juste un bête document Word qu'on a ouvert, quoi. Et, voilà. Le diable est dans les détails. On parlait tout à l'heure de professionnels. Tout ça, ce sont des métiers. Chaque métier a sa spécificité. Et c'est pour ça que passer par un éditeur pro, ça va permettre d'avoir chaque fois un professionnel qui fait la couverture, un professionnel qui fait la maquette, ça peut être le même, et chaque fois un professionnel qui va apporter sa touche, son talent, et qui va faire que l'objet que vous allez avoir en main va être vraiment un très bel objet. Tu travailles avec des... Si je peux me permettre une remarque, désolé, je me tire une balle dans le pied, mais juste, c'est aussi possible si vous faites de l'auto-édition, en fait, c'est pas du tout le souci. La grosse différence, c'est que vous allez payer, vous, ces professionnels. Oui, mais voilà. Mais à ce moment-là, tu deviens auteur-éditeur. Là, on parle vraiment de gens qui font vraiment du très bon boulot. Nous avons des auto-édités dans la salle qui font du bon boulot. Parce qu'ils ont compris que c'était important, ils font du vrai travail, ils passent par des professionnels pour la correction, ils passent par des professionnels pour les couvertures, ils ont fait Bêta Lire auparavant. Voilà, c'est pas parce qu'on choisit de faire de l'auto-édition qu'on va pas forcément faire tout ça. Sauf que du coup, l'auto-édition va faire que la personne travaille pour elle-même, tous les frais vont être à sa charge, mais tous les bénéfices vont être à sa charge. Et du coup, pour répondre à la question initiale qui était « Est-ce qu'on a des professionnels avec lesquels on travaille ?» La réponse est évidemment oui. Donc nous, en fait, typiquement, c'est pas moi qui fais la maquette, c'est un graphiste, un maquettiste qui s'occupe de cette partie-là. Parce que c'est pas du tout mon domaine. Je suis pas... Moi, mon métier, c'est plutôt d'être dans le choix des mots et dans la manière de s'exprimer. Ensuite, les mettre physiquement sur le papier, c'est pas vraiment mon métier. En tout cas, j'estime que c'est pas vraiment mon métier. Et après, effectivement, il y a une partie correction orthotypographique qui est aussi importante. Ouais. Tout à fait. Alors, on a un texte qui a été bêta-lu, qui a été corrigé. On a un graphiste qui l'a mis en page. On a une couverture qui tient la route. Tout ça, ça va être combiné, ça va partir donc sur d'autres métiers qui vont fabriquer l'objet. Alors, on a choisi de ne pas avoir ces intervenants-là aujourd'hui. On arrive dans la deuxième partie qui va être la communication autour du livre, la diffusion et la distribution, qui vont permettre effectivement de l'objet qui a été sélectionné et qui a été créé, on va dire du coup par l'éditeur, d'arriver sur le marché de la vente, soit par un libraire, ou d'arriver dans les mains d'un bibliothécaire qui va le mettre en rayon pour que les lecteurs puissent effectivement en tourner les pages. Comment tu sélectionnes un petit peu les livres que tu mets en rayon ? Alors, je pense que chaque médiathèque est différente. Donc moi, je travaille sur la médiathèque de Combronde, au nord d'Orion, et on a trouvé un équilibre. On prend à la fois en compte toutes les demandes de lecteurs, parce qu'ils suivent des auteurs, parce qu'ils écoutent la télé, la radio, et qu'ils entendent des choses. Et en même temps, on essaye aussi de leur proposer des choses. Par exemple, sur l'imaginaire, on arrive à leur poser des petites maisons d'édition qu'ils ne connaissent pas. La libraire aussi peut parfois nous conseiller des choses quand on a un rapport un peu, c'est pas toujours le cas, mais nous on travaille avec une petite librairie et du coup on a un rapport très proche avec elle et elle peut elle-même nous conseiller en nous disant « Ah, j'ai trouvé ça, c'est une petite maison d'édition, vous connaissez pas, etc. » Et donc voilà, et en fait tous les moyens sont bons. Il y a de la presse professionnelle, notamment Livre Hebdo, mais qui est très très cher pour une médiathèque, c'est plus de 1 000 € à l'année. Mais Livre Hebdo répertorie toutes les sorties en France, et donc chaque semaine, il y a un listing de toutes les sorties. Ça peut être une possibilité, nous on l'a pas parce que c'est très cher. Et après il y a d'autres possibilités, il y a d'autres catalogues, notamment il y en a un qui s'appelle Bibliothéca, je crois que c'est les librairies chapitres qui ont ça. Et donc c'est payant aussi, c'est un petit abonnement payant. Et là, ils font paraître un petit catalogue. Par contre, effectivement,
Souvent, ce sont les grosses maisons d'édition qui apparaissent, ça va être les gros auteurs, Amélie Nothomb, Marc Lévy, voilà. Ils ont quand même de l'imaginaire, ils ont quand même une page imaginaire. Donc voilà, on a en médiathèque, pour choisir le livre, on a plein de solutions. Et après, c'est aussi le travail de la bibliothécaire de faire ce qu'on appelle la veille, c'est-à-dire, pour chaque rayon, de se tenir au courant, comme le font les lecteurs, mais d'aller plus loin, justement, pour aller leur proposer les auteurs inconnus, les premiers romans et les petites maisons d'édition. Est-ce que sur Projet Silex, tu passes par un diffuseur et un distributeur? Alors, du coup, non. Effectivement. Alors, c'était une question, je savais en fait, j'ai sélectionné exprès Nicolas parce que je sais qu'il ne travaille pas avec un diffuseur et un distributeur. C'est très intéressant, justement, le système que tu as mis en place. Alors, effectivement, avec Projet Silex, on avait notre ambition de départ, c'était, on en a parlé tout à l'heure, c'était de rémunérer mieux les auteurs et autrices. Ça, c'était notre ambition de départ. Donc, c'était, en fait, au lieu d'offrir, on va dire dans la moyenne traditionnelle, on va être entre 8 et 10% du prix du livre, nous, on offre 30%. Donc, notre objectif, c'était de trouver une solution pérenne pour pouvoir offrir 30% aux auteurs et autrices. Sauf que du coup, une fois qu'on a dit ça, on se rend rapidement compte que plus il y a d'intermédiaires en fait, entre nous et le lecteur, ou la lectrice, effectivement, en fait, c'est intenable. Donc on a dû trouver une solution un petit peu différente, et donc on fait ce qu'on appelle du circuit court finalement, c'est-à-dire qu'on vend essentiellement par internet et en salon. Donc on est sur des canaux vraiment directs, éditeurs au lecteur, et ça nous permet en fait tout simplement d'offrir une meilleure rémunération. Ce qui est quand même, à mon sens, ce qui devrait être en tout cas l'un des principaux objectifs d'un éditeur. Actuellement, vous pouvez trouver sur les différents secteurs, si vous cherchez chaîne du livre, prix de l'auteur, vous allez trouver des petits camemberts, vous allez trouver des différentes répartitions du prix du livre. C'est-à-dire en fait, c'est des organismes qui ont calculé sur un prix de 20 € par exemple, qu'est-ce qui revient à chacun des intervenants. Souvent c'est un peu faussé parce que quand ça dit qu'il revient, je vais dire un chiffre, 18% à l'éditeur, en fait dans ces 18% des lecteurs, il ne faut pas oublier qu'il y a le correcteur, le graphiste, l'illustrateur et tout le travail derrière avec les équipes qu'il faut payer. Et voilà. Pareil, quand on dit qu'il y a 30% pour le libraire, il y a des gens que ça fait bondir en disant « Ah, mais c'est le dernier maillon et finalement c'est lui qui gagne le plus ». Alors le libraire, il a aussi des charges, il a aussi plein d'éléments à prendre en compte. C'est vraiment dommage que Pierre-Marie soit pas là parce qu'il vous en aurait parlé. Et il y a vraiment les libraires en fait, ils ont une boutique en ville souvent. Donc du coup ils ont des charges énormes, ils ont énormément de stock. Et sur le prix, vraiment, sur ce qu'ils gagnent sur le livre, c'est finalement eux qui vont gagner le moins. Alors qu'on a l'impression qu'ils gagnent 30%. Mais ramener avec tout ce qu'ils ont en charge, tout ce qu'ils ont à payer à côté, finalement, c'est très très petit ce qui leur reste. Peut-être que tu voulais parler du circuit plus traditionnel sur les différentes parts. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant de comment ça se passe. Voilà, diffuseur, distributeur et tout ça. Alors normalement, lorsque l'éditeur a passé commande de son livre et que le livre sort des presses, c'est un grand moment de joie pour l'auteur parce que ça y est, il va arriver sur la table des libraires. Comme tu viens de le souligner, la table est déjà très encombrée parce qu'il y a beaucoup de stocks, il y a beaucoup de nouveautés, surtout pendant la rentrée littéraire, qui n'est pas vraiment le meilleur moment pour sortir un livre, c'est du vécu. Et voilà, pour amener ces impressions qui sortent de chez l'imprimerie ne peut pas garder ses livres en stock. Et l'éditeur, lui, dans ses locaux, il n'a pas forcément un immense garage pour stocker tous les livres non plus. Certains petits éditeurs le font, mais la plupart des grands éditeurs, ils vont stocker ça chez le diffuseur ou des fois aussi dans des entrepôts. Ça dépend des différentes tailles de maisons d'édition. Donc forcément, tout le stock de livres qui existe à l'année, en fait, pour l'éditeur, c'est un poids, parce qu'il paye des charges et des impôts dessus, en plus, même s'il les vend pas. Et donc, l'imprimerie va envoyer les livres dans ces endroits où on les stocke, et les diffuseurs, eux, ils vont se charger d'essayer de placer les livres chez les libraires. Ça veut dire que les diffuseurs, ce sont des équipes de représentants qui connaissent le catalogue. Alors comment est-ce que ça se passe pour ces diffuseurs-là ? Ils ont des séminaires
Donc ils sont un petit peu comme nous tous, rassemblés dans une salle. Et pendant une journée, tous les éditeurs de leur catalogue défilent avec leurs nouveautés et présentent les bouquins. Des fois, ils amènent les auteurs et les auteurs peuvent présenter les bouquins et tout. C'est super cool, on transpire beaucoup. Et en général, ils nous payent à boire après, donc on est content. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, une fois qu'ils ont vu tout le catalogue, ils vont ensuite avoir des objectifs de vente pour chacun des bouquins de ce catalogue. Déjà, ils en ont beaucoup quand même à présenter. Et ensuite, ils vont se répartir les librairies, ils vont passer dans les librairies et puis ils vont essayer de faire commander aux libraires des livres nouveaux, sachant que le libraire a toujours son magasin qui fait la même taille et que du coup, toutes les semaines, des nouveautés arrivent. Donc le libraire, derrière, il doit gérer son stock, sa table de nouveautés, tout ce qui va arriver et puis essayer de faire en sorte de tirer son épingle du jeu, ce qui est très compliqué puisqu'effectivement, comme tu soulignais, il y a les charges. Pour les auteurs, ça amène ce point assez douloureux où on ne sait pas vraiment combien de temps notre livre va rester sur une table de libraire s'il atteint la table. Parce que la concurrence est féroce entre toutes les nouveautés qui arrivent. Et il n'y a pas un seul diffuseur, il y en a plusieurs. Donc c'est très très compliqué. Et ensuite, les libraires, quand ils n'arrivent pas à vendre des livres ou quand ils ont des nouveautés qui rentrent, il faut faire de la place, eh bien ils renvoient ces livres-là aux diffuseurs. Et donc ça a un coût parce que vous ne pouvez pas transporter des camions de livres sans que ça coûte rien. Je veux dire, il y a le chauffeur, le camion en lui-même, le gasoil, le temps passé à transporter les livres, etc. Par contre, je ne suis pas très très au fait sur comment ça se passe pour les retours exactement, qui paye quoi, comment. Mais en tout cas, quelqu'un paye. Et au bout du compte, ça peut être l'auteur aussi, puisqu'il y a des retenues en fait, sur nos droits. Pour ces choses-là, au cas où il y ait beaucoup de retours, parce que même si votre livre, il a touché plein de libraires, il est sur plein de tables et sur plein d'étagères, quelques mois plus tard, il peut revenir. Le livre, tant qu'il n'a pas été vendu ticket de caisse chez le libraire, il peut revenir et ça peut coûter de l'argent à l'éditeur. Et du coup, l'éditeur, à la fin de l'année, en général, il a un choix cornélien à faire. C'est que c'est pareil, son stock, il faut le gérer. Et au bout d'un moment, il y a des exemplaires qu'il va devoir détruire et pilonner parce qu'il ne peut pas les garder parce que ça lui coûte trop cher. Du coup, il y a des éditeurs qui ont fait le choix, donc vous en avez plusieurs dans la salle, ici, là, sur le salon, de ne plus avoir de stock et qui font de l'impression à la demande. Alors l'impression à la demande, il y a quelques années, c'était intouchable. Maintenant, ça devient pratiquement, c'est régulier et il y a de plus en plus d'éditeurs qui le font. Le tarif du livre, on s'aperçoit à la sortie qu'il n'est pas beaucoup plus élevé que le tarif du livre, d'un livre imprimé, parce que justement il n'y a pas de stock, il n'y a pas de charge de stock, il n'y a pas de pilonnage à faire, il n'y a pas de truc. J'ai eu la chance d'avoir 2 éditeurs qui fonctionnaient dans 2 manières différentes. Au final, le livre, la même taille, le même nombre de mots, qui se vendaient le même prix. Toi, tu travailles en impression. Alors oui, nous on est vraiment en impression, pas en impression à la demande. Donc c'est-à-dire qu'on va imprimer un nombre défini d'exemplaires qu'on va ensuite essayer de vendre. Nous, on a fait le choix de toute façon, on ne pilonnera pas d'ouvrage. Voilà, c'est dit. Je pense que c'est dommage peut-être aussi d'avoir cette optique de pilon. Je pense qu'à partir du moment où on produit beaucoup, en fait on se retrouve dans une situation qui est désagréable pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les auteurs et autrices, parce qu'effectivement, ce système de retour est extrêmement violent pour l'intégralité de la chaîne du livre, à l'exception du diffuseur, malgré tout, qui est quand même le moins à plaindre, je pense, des acteurs. Il y a des très petits diffuseurs qui font très bien leur métier, je ne dis pas le contraire, mais il s'avère que les plus gros diffuseurs sont également les plus gros éditeurs. Donc forcément, il y a une certaine forme de... comment dire, j'essaie de le dire de manière diplomate, mais disons que on a des acteurs qui ne sont pas forcément au sommet de l'éthique entrepreneuriale, disons-le comme ça. Dans tous les cas, le fait d'imprimer directement, ça a effectivement des conséquences sur les stocks, etc., mais ça nous permet d'être beaucoup plus libres ensuite dans la manière dont on va toucher les lecteurs, lectrices, et donc les libraires, les bibliothèques, etc., parce qu'on n'aura pas cette pression de... D'abord, on va pouvoir faire des ouvrages qui sont qualitativement, au niveau vraiment de la qualité du papier, etc., un poil meilleur que l'impression à la demande, parce que l'impression à la demande a quand même des limites techniques qui sont tout à fait normales, mais qui sont un peu embêtantes quand on veut faire des très beaux livres.
Et puis par contre, surtout, ça nous permet ensuite d'avoir une gestion des stocks, etc. Les auteurs et les autrices savent où on en est à un instant T, ils savent enfin, voilà, qu'est-ce qui a été vendu, qu'est-ce qui n'a pas été vendu, et ça évite... Enfin, genre, il n'y a pas de retour, donc enfin, tout ce qui est acquis est acquis. Comme vous le voyez, le marché du livre, la chaîne du livre, ça fait beaucoup de monde. Actuellement, en France, on estime qu'il y a 80 000 personnes qui travaillent directement entre... Alors, on ne parle pas des auteurs, hein, entre le moment où le livre est arrivé et a été validé par un comité de lecture, au moment où il arrive dans vos mains, vous les lecteurs, 80 000 personnes en France. C'est quand même pas rien, c'est quand même un joli marché, c'est quand même beaucoup d'emplois. On va revenir sur un autre moyen, sur une autre chaîne courte. On a parlé plus ou moins des salons du livre. Aux Aventuriales, donc on a choisi effectivement de participer à cette chaîne courte, c'est-à-dire que le livre il est vendu directement de l'éditeur. On zappe donc toute la partie distribution, libraire, il est vendu directement de l'éditeur au lecteur, soit directement par les auteurs qui sont invités, soit directement par les éditeurs qui sont sur les tables éditoriales. Est-ce que tu peux... Alors toi, tu fais pratiquement que de la vente en direct, mais si tu reprends par rapport à Internet, est-ce que tu estimes à combien les ventes en salon par rapport aux ventes en direct, en Internet? Alors, notre calcul est assez simple. Nous, on s'est lancé en fin d'année 2018, donc on a eu l'année 2019. Et puis ensuite, pour des raisons évidentes, les salons ne représentent pas grand-chose. Sauf les Aventuriales, on a eu la chance et c'est vrai. la joie de pouvoir le faire l'an dernier. Mais nous n'y étions pas, malheureusement, nous n'y étions pas. Et effectivement, donc, pour l'instant, on manque de référentiel. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Disons que sans Internet, je pense qu'on serait aujourd'hui déjà avec la clé sous la porte. Donc, ce qui n'est pas le cas des salons. Tiff et Steven, l'une ou l'autre, est-ce que le fait de faire des salons, vous voyez une grosse différence sur les ventes et sur le... Alors, moi, mon roman est paru en début d'année. Et ma maison d'édition a une grosse présence sur Internet. Elle fait des précommandes qui ouvrent 1 mois avant la sortie. Du coup, la majorité des ventes de mon roman se sont faites via ces précommandes et par la suite directement sur le site de l'éditeur. Au niveau des salons, je crois que c'est le 2e seulement que la maison d'édition fait depuis la sortie de mon roman, en fait. Donc pareil, je ne saurais pas trop comparer. Mais après, de mon côté à moi, en tant qu'illustratrice, les salons me permettent avant tout de me faire énormément de contacts qui vont m'ouvrir de nouveaux contrats, en fait, et de faire marcher mon business. Et je l'ai bien vu, en fait, quand en 2020, il n'y a pas eu de salon. J'ai eu moins de nouveaux contacts et donc fatalement moins de commandes. Voilà. Donc les salons aident beaucoup dans mon métier d'illustratrice aussi. Alors, moi j'ai eu la chance de connaître l'époque d'avant, le monde d'avant, avec des salons, des lecteurs, tout ça, pas de problème de Covid. Alors je vais vous dire, ça dépend vraiment des tailles des maisons d'édition. Ma première maison d'édition, c'était une petite maison d'édition. Donc quand on vendait une dizaine d'ouvrages sur un salon, enfin pour moi, à l'époque je débutais, donc je faisais une dizaine d'ouvrages, c'était très bien et ça augmentait vraiment mes ventes. Après, quand je suis passée dans des maisons d'édition un petit peu plus grosses, il est clair que les ventes en salon, c'était pas ce qui allait rattraper les ventes que je faisais en librairie, puisque j'étais dans plein de points de librairie, avec des libraires aussi qui vendaient les livres. Par contre, les salons, c'est très important pour faire connaître l'ouvrage des différents prix, des médiathèques aussi qui conseillent, parce que ça vous permet de vous créer un lectorat. Il y a des gens qui m'ont connu avec La Balance brisée, qui après m'ont suivi avec tous mes livres, et de cette façon. Et comment dirais-je, l'autre facette, c'est que si vous avez un prix, et du coup vous êtes aussi plus connu dans le monde littéraire. Donc, alors moi j'en ai jamais eu, donc je suis pas un bon exemple, mais j'ai déjà été nominée, donc c'était déjà pas mal. Et avec ces salons-là, vous allez aussi faire plein de rencontres. Donc, les lecteurs, ce qui est aussi un moment qui est très très agréable, parce que quand vous échangez avec les gens qui ont lu votre livre, c'est un petit peu comme ça, pour ça aussi que vous écrivez, vous avez envie de savoir ce que les gens en ont pensé. Donc c'est toujours un très grand moment quand un lecteur vient vous voir après avoir lu le livre. Et puis il y a aussi tout l'aspect contact, où c'est là qu'on se rencontre entre auteurs et aussi on parle de nos éditeurs, de ce qu'ils cherchent en ce moment. Et puis on rencontre aussi d'autres éditeurs sur les salons qui sont venus aussi assister et participer.
Et c'est vraiment un maillon essentiel pour moi de la chaîne du livre. Sans ça, en fait, je n'aurais pas l'impression d'exister en tant qu'autrice dans ce monde-là, parce que l'échange et le contact sont très importants dans ce métier. Oui, et sachant surtout que le contact n'est pas du tout le même que lors d'une dédicace en librairie, où, quand elle est bien organisée, en tout cas, les lecteurs viennent en sachant qu'on est là. Donc c'est des gens qui sont déjà intéressés à notre travail, qu'ils aient lu ou pas les romans en question, ils nous connaissent déjà en salon. C'est vraiment des gens qui vont majoritairement tomber par hasard en fait sur notre livre et s'y intéresser. Donc moi c'est ça que j'aime surtout dans les salons, c'est rencontrer toutes ces nouvelles personnes. Après, moi je trouve qu'il y a des deux. J'ai quand même pas mal de lecteurs qui viennent me voir parce qu'ils savent que je suis sur le salon. Oui, et du oui, coup, ça. puis il y a aussi, quand vous faites un salon plusieurs années d'affilée, vous avez des fidèles qui reviennent. Et ceux-là, ils sont vraiment trop cool. Des fois, ils vous apportent à manger. Oui. Des cookies. Une bouteille de vin, j'ai eu une fois. J'en ai. Des cookies. Oui. Des cookies. Des cookies. Ou les gens qui... Moi, le plus joli, ça a été une jeune fille qui avait acheté mon premier roman et qui m'a amené un dessin, un fan. Ça, c'était trop mignon. Et les lettres aussi des enfants et tout ça, c'est trop chaud. C'est très chouette. C'est très adorable. Stéphanie, on va revenir un petit peu sur le travail de la bibliothèque. Qu'est-ce que ça a changé de rentrer dans l'association des aventuriales pour une bibliothécaire et de participer à l'organisation d'un salon du livre? Alors, de rentrer dans l'association, surtout dans ce cas précis des aventuriales, moi je suis rentrée par le prix. C'est-à-dire que, alors c'est la petite histoire, mais qui est toujours rigolote, ma collègue part en formation, et elle revient de formation en me disant « J'ai rencontré 2 dames ». Et elle savait que j'aimais l'imaginaire, et elle me dit, ces 2 dames sont autrices d'imaginaire. Ah bon, comment elles s'appellent? Alors c'était donc Dominique et Luce. Alors Dominique Lémury et Luce Baster, Voilà. qui font partie de l'association du coup des aventurières. Et donc oui, elles m'ont dit qu'elles organisaient un prix littérature d'imaginaire. Donc moi qui suis bien à fond et qui essayais justement de mettre en avant la littérature d'imaginaire en bibliothèque, parce que c'est quelque chose qui, quand on n'a pas une bibliothécaire intéressée par ces littératures-là, souvent c'est... au fond, c'est soit perdu au milieu des autres livres, soit au fond dans un petit coin, et puis bon, s'il y a un petit ado qui passe par là, on lui propose. Donc moi qui étais très intéressée, j'avais bien mis en avant le rayon, elle le savait, et donc j'ai tout de suite du coup contacté, je crois que c'est Dominique, et elles m'ont donc expliqué le prix, et le prix est arrivé comme ça à la bibliothèque. Et quand elles m'ont présenté le prix, j'ai dit, attendez, ce que vous faites c'est super, je connaissais déjà le salon en tant que lectrice. J'ai dit, moi, ça m'intéresserait de venir vous donner la main et de découvrir l'envers du décor, parce qu'en tant que lectrice et bibliothécaire, je connaissais très peu. Donc ce que ça a changé que j'ai pu découvrir plein de, justement, petits éditeurs, parce que même en étant bibliothécaire et en sachant surfer sur Internet, c'est pas suffisant, c'est pas évident de toujours les trouver. Ça m'a permis de voir un peu aussi comment ça se passe. Alors j'en suis qu'au début, parce que je suis arrivée en mars 2020 et que y a eu la fameuse crise derrière et du coup j'ai pas pu voir comme si c'était tout à fait normal, et donc en tant que voilà, c'est le grand apport, je crois que ça a été ça, et aussi le rapport avec l'auteur est très différent. Alors je l'ai moins senti cette année parce que je suis plus dans l'organisation, mais l'année dernière quand j'étais là le samedi uniquement, quand j'ai fait le tour du salon en tant que donc, membre de l'association, j'avais pas du tout le même rapport avec les auteurs. On passe, on leur demande si ça va, si c'est une bonne journée, s'ils veulent un café, et du coup on entame la discussion autrement. Alors forcément, à un moment, on vient bien sûr à parler bouquins, parce que soit on l'a lu, soit on l'a pas lu, mais ça nous intéresse, etc. Quand on est lecteur, on passe, et certains vont un peu essayer de vous attirer vers leur stand. C'est un côté plus marketing, en tant que lecteur, qui peut être gênant. Que là, j'ai presque plus de liberté à aller voir les uns les autres, et après, à moi de voir ce qui m'intéresse pour moi, et au-delà, pour la médiathèque, effectivement, qu'est-ce qui peut être intéressant. Et puis après, il y a des choses qui... Alors après, d'autres problèmes qu'on peut rencontrer, mais que je connaissais déjà et sur lesquels j'ai pas trouvé pour le moment de solution, ça va être un auto-édité. Parce qu'un auto-édité, s'il n'a pas une possibilité de... en fait, au niveau administratif, en fait, c'est compliqué pour faire les commandes. Une grosse médiathèque va passer par des marchés publics, donc elle n'aura pas le choix de sa librairie. Moi, j'ai la chance de ne pas être en marché public, donc je choisis ma librairie. Et je peux arriver avec ma libraire, effectivement, lui dire, tu connais pas cet éditeur, mais c'est un petit éditeur, ou voilà. Après, sur les auto-édités, on n'a pas forcément l'accès.
en tant que bibliothécaire. J'ai une petite question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça marche les marchés publics? Parce que j'ai jamais compris et du coup ça m'aiderait. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste parce que je n'en ai jamais fait. J'ai toujours été dans des petites médiathèques. Le marché public, il y a une loi qui définit un budget sur une médiathèque. S'il y a tant de budget, on est obligé d'être en marché public. En gros, on fait une sorte de cahier des charges où on va dire, pour la médiathèque de un tel, par an, on va dépenser tant d'euros. Et ensuite, on découpe ce budget. Il y aura tant d'euros pour les romans adultes, tant d'euros pour les romans enfants, tant d'euros pour la documentation jeunesse, etc., etc. Donc après, des cases plus ou moins détaillées. Et ces marchés, donc les libraires postulent à ces marchés en disant, eh ben moi, voilà, par rapport à votre cahier des charges, ce que je vous propose à l'année. Voilà ce que je vous propose à l'année. Et ensuite, on les étudie et on prend le meilleur. On a la chance, au niveau des bibliothèques, avec cette exception française du prix du livre unique, etc., d'avoir dans cette loi quelque chose qui est passé assez récemment, qui fait que même une médiathèque qui, au vu de son budget doit être en marché, ne le sera pas si elle privilégie d'acheter dans une librairie locale. Donc nous, c'est le cas. On a un budget qui devrait nous mettre en marché, mais on a dit on va commander sur une librairie locale. Donc là, pour le coup, Châtel-Guyon, petite librairie locale. Pour la BD, par exemple, l'Esprit BD à Clermont-Ferrand, c'est local. Et comme on fait marcher l'activité commerciale locale, on peut être hors budget. Ce qui nous permet d'avoir du coup bien plus de choix et de liberté, surtout sur ce qu'on commande. Il y a deux éléments sur lesquels je veux revenir. Le prix unique, c'est la loi Langue en France qui détermine ça, ce qui veut dire qu'en fait, un prix est fixé au départ pour un livre. Et on ne peut pas s'amuser à changer le prix du livre comme ça nous amuse. C'est-à-dire que c'est pas, le prix, c'est le même partout. C'est pour ça que quand vous voyez des fois certaines publicités, c'est faux. Le prix, c'est le même partout. Il est défini, il est déclaré et il ne bouge plus. Voilà. Après, ce que vous pouvez avoir, c'est certains établissements qui vont faire don de la TVA, qui vont travailler différemment. Donc vous pouvez obtenir 5%, c'est la TVA sur le livre, c'est 5%. Deuxièmement, pour revenir sur les marchés et sur les achats, au niveau des aventuriales, on annonce la sélection des livres pour le prix aventurial prochain aux alentours du 15 octobre. Mais les médiathèques avec qui nous travaillons ont déjà la liste. Ils ont un peu de chance, mais ils ont déjà la liste parce que souvent ils font les achats début septembre. Donc en fait, du coup vous en déduisez que nous on sait déjà qui sont les livres qui sont sélectionnés pour l'an prochain et les éditeurs qui ont leurs livres sélectionnés le savent aussi. Voilà, c'est vraiment une question de marché. On ne peut pas leur donner la liste le 15 octobre sur les grosses structures parce que c'est trop tard. Et en fait, ils n'ont plus d'argent. Donc ça veut dire qu'ils ne pourraient faire les achats qu'au premier trimestre de l'an d'après. Donc rentrer les livres du prix des aventuriales que pour le mois de mars. Et donc ça décalerait encore. Donc voilà, nous, ça nous a obligés cette année à changer notre technique puisqu'on a des grosses médiathèques qui nous suivent, qui vont rentrer dans le prix dès janvier. Et on a été obligés de modifier. C'est justement ce marché qui nous a fait faire ça. Et donc pour compléter ce que tu dis, quand le livre arrive en médiathèque, donc le bibliothécaire l'achète à sa librairie, bon, il le reçoit, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que le livre, il n'est pas tout de suite en rayon, on est sur la chaîne du livre, donc justement, ça va au-delà quand il est en médiathèque. Selon le nombre de personnes dans l'équipe, le temps qu'on a, parce qu'en médiathèque, il n'y a pas que acheter les livres et les prêter, il y a aussi tout un tas de choses, les animations, on travaille avec les écoles, on travaille avec les EHPAD, il y a énormément de choses qui se font en médiathèque maintenant. Donc pour vous faire rapidement le circuit interne du livre, une fois qu'il est dans la médiathèque, on reçoit la commande, on vérifie la commande. Le livre, donc il doit d'abord être, alors attention, là, il y a beaucoup de jargon de bibliothécaire, on doit d'abord le coter, c'est-à-dire lui donner sa cote, c'est-à-dire son étiquette, pour dire si c'est du roman jeunesse, du roman de science-fiction, du roman adulte, etc. Donc ça voilà. Il y a aussi, quand il s'agit d'un documentaire, c'est un peu plus compliqué, il faut l'indexer, c'est-à-dire qu'il faut dire quel sujet on va trouver dans ce livre-là. Ça peut aussi arriver sur des romans, hein. Il peut y avoir aussi des sujets sur les romans. Tout ça, il faut l'informatiser, donc l'enregistrer informatiquement. Et puis une fois qu'il est enregistré informatiquement, donc avec toutes ces étiquettes, ces codes barres, etc., parfois un antivol aussi,
et bien il y a ce qu'on appelle l'équipement, donc il faut l'équiper, lui mettre une couverture, des fois des renforts parce que certains livres peuvent être fragiles à force d'être empruntés. Et ensuite, il arrive en rayon, sur le rayon nouveauté, ou si c'est un don, parce qu'on a aussi des dons, en rayon directement, après selon comment les médiathèques gèrent. Mais du coup, il peut y avoir très longtemps. Nous sommes à Combronde 3 professionnels. On vient de recevoir la commande jeunesse de plus de 1 000 €, donc c'est une grosse commande qu'on a fait sur l'année, parce qu'on avait vraiment un fonds à compléter. Je pense qu'ils n'y seront pas avant la fin de l'année prochaine. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ah oui, ça prend quand même beaucoup de temps. Après, ça dépend aussi le temps qu'on a dans l'équipe, etc. Ça peut aller beaucoup plus vite. Et si j'ai une école qui me demande tel sujet, je peux sortir le livre et lui le faire tout de suite. Mais ça demande un certain temps. On va revenir à l'auteur, puisque c'est lui qui est au début de la chaîne du livre. C'est lui qui va finir la chaîne du livre, parce qu'en fait, au final, il va être payé, soit directement par les éditeurs, mais aussi si le livre est emprunté en bibliothèque. Et comment ça fonctionne? Tu peux nous en parler un petit peu? Vous rentrez des informations sur quel secteur? Pour l'emprunt? Pour les prix. C'est que les auteurs, Oui. quand les livres sont empruntés en bibliothèque, on est payé. Oui, alors donc là c'est la Sophia. Donc là c'est un système. Je reprends au moment où le bibliothécaire va acheter son livre dans le circuit classique, c'est-à-dire il l'achète à un libraire. Le libraire va lui livrer avec la facture. Moi de mon côté, en tant que bibliothécaire, je vais aller sur le site d'un organisme qui s'appelle la Sophia, qui est chargé de redistribuer une partie de l'argent des achats des médiathèques aux auteurs à qui on a acheté les livres. Parce qu'effectivement, vous, lecteur, vous achetez un livre à votre libraire, c'est le circuit normal, donc l'éditeur, tous les acteurs qu'on vient de voir vont être payés. Nous, c'est la même chose, sauf qu'en fait, au lieu d'avoir un lecteur pour un livre, on en aura 10, 20, 30. Donc il a fallu quand même que l'auteur soit rémunéré plus que si il avait eu un acheteur qui achetait un livre. Donc je déclare ma facture à la Sophia très simplement, je lui donne, comme je ne suis pas en marché, c'est simplifié, si en marché je crois que c'est plus complexe, hors marché je lui donne pas le détail de ma facture, je lui dis c'est la facture tant de telle date chez tel libraire, prix hors taxe, prix TTC. Le libraire de son côté, je ne veux pas dire de bêtises, je ne l'ai pas fait en tant que libraire, j'ai jamais été libraire, mais de ce que je sais, le libraire lui déclare sa facture en entier, titre par titre, auteur par auteur. Ce qui fait qu'ensuite, la Sophia compare certainement rapidement si la facture que j'ai déclarée correspond bien à la facture du libraire et peut ensuite dispatcher sur les auteurs qui sont sur la facture. Voilà, on a fait un petit tour de la chaîne du livre, depuis les premiers mots posés pour créer un ouvrage, jusqu'à ce qu'il arrive entre vos mains. Est-ce que vous auriez des questions? En fait, c'est une question basique. On a à peine effleuré le sujet des rémunérations. Est-ce que vous pourriez nous préciser, en gros, les niveaux de rémunération des différents éléments de la chaîne, en fait, de l'auteur jusqu'au libraire, ou, non, pas dans le bibliothécaire, de l'auteur au libraire? Alors, c'était Pierre-Marie qui devait faire ça. Donc, je suis un petit peu embêtée. On va peut-être... Lise, tu aurais des... J'ai pas vraiment les chiffres en tête, je sais juste que moi, ma part oscille entre 6 et 10%. Voilà. 15% si c'est du numérique, du prix hors taxe. Et je me semble que c'est dans les 30% pour l'éditeur, mais je suis même pas sûre que ce soit exactement ça. C'est peut-être un petit peu moins, c'est peut-être 26, je sais pas. Je sais, toi, non? Bon, encore une fois, comme on a déjà on est sur un circuit qui est un peu alternatif, donc j'ai pas les mêmes statistiques en tête du tout. Mais sauf erreur, je crois qu'effectivement on doit être entre, on va dire, admettons 10%, c'est déjà énorme, vraiment énorme. Je dis pas que c'est bien, je dis que je dis que statistiquement c'est beaucoup par rapport à ce qui se pratique. On va être à peu près, je pense, 10% auteur. On va avoir du coup une part d'impression qui va être entre 15 et 20% à peu près du prix du livre. On va avoir le libraire qui va être entre 30 et 40%. Et concrètement, le diffuseur et distributeur, ils vont prendre à eux deux entre 10 et 15% à peu près. Et le reste, c'est la part qui est strictement éditeur. Et c'est pour ça que moi je sépare imprimeur et éditeur, mais in fine ça revient un peu au même. Mais oui, du coup on est vraiment sur un... En fait, par contre je rejoins complètement ce que disait Anna à l'instant, c'est que les charges ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que 30% pour les libraires, c'est probablement beaucoup moins de bénéfices que 10% chez un diffuseur.
Voilà. Enfin, je pense qu'il faut aussi l'avoir en tête. Et pareil chez l'éditeur, enfin, je pense que le problème de la chaîne du livre, c'est quand on interroge tous les acteurs isolément, tout le monde dit qu'il est mal payé. Dans les faits, ce que moi je pense, mais c'est plus une posture éthique que véritablement d'entreprise, c'est que c'est quand même sans auteur, il n'y a pas de livre, donc il est quand même plutôt normal que ce soit l'auteur qui est entre guillemets la plus grosse part du gâteau. Cela étant dit, oui, je pense qu'un peu tout le monde se trouve injustement spolié dans la chaîne du livre. C'est ce qui me laisse penser que c'est plus le système qui a un problème que véritablement les acteurs pris isolément. En fait, c'est l'avantage de la chaîne courte. C'est-à-dire que la chaîne courte, comme on a ici sur les salons, c'est que justement, on enlève une grosse partie de tout ce qui est distribution, diffusion, et ça fait pratiquement 35% du prix du livre, quoi. 35% du livre. Et là, vous avez parlé du livre papier. Vous avez une idée des différences avec le livre numérique ? En fait, très simplement, on va retirer les coûts de fabrication du livre. Et encore pas tous, parce que la couverture, finalement, elle va quand même être imputée sur le prix du livre numérique, parce qu'on aura quand même dû avoir la couverture pour faire le livre numérique. Donc ce qu'on va enlever, c'est juste la part diffusion. Distribution, c'est discutable, parce qu'il y a des libraires numériques, en fait. Donc on va enlever la part diffusion et enlever la part impression. Et en général, c'est pour ça qu'on rémunère mieux, alors c'est pas notre cas, nous on rémunère 30% pour tout, mais voilà, c'est pour ça qu'en général, la rémunération des auteurs et autrices est meilleure sur le numérique, parce que du coup, en fait, elle est aussi meilleure pour l'éditeur ou l'éditrice. Et il ne faut pas oublier aussi qu'en numérique, il y a plusieurs formats à supporter. Donc préparer un fichier pour avoir un EPUB ou Un mobile. un Mobi, ou etc. Enfin, c'est quand même beaucoup de travail. Et le problème actuellement, à mon sens, c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont mettre leur livre numérique très cher. Pour moi, très cher, ça veut dire à plus de 5,99 €. Parce que le temps qu'ils ont passé à fabriquer le livre numérique, qui est vraiment un temps conséquent, hein, on ne fait pas un livre numérique en une demi-journée, c'est pas vrai. Et bien, du coup, ils le répercutent sur le prix parce qu'ils n'en vendent pas beaucoup, pas assez. Et si les prix étaient plus bas, peut-être qu'ils s'en vendraient plus, mais il y a quand même beaucoup de peur vis-à-vis du piratage. Et c'est vrai qu'il y a du piratage numérique, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Donc c'est difficile d'obtenir un prix juste, je trouve, sur ce format, alors qu'on a tellement de possibilités qui sont à notre portée. Oui, les bibliothécaires, où est-ce qu'ils trouvent le budget pour acheter les livres ? Alors, donc les bibliothèques, pour la plupart, dépendent soit de mairies, soit de communautés de communes, donc de groupements de mairies. Et ben, c'est eux qui nous donnent le budget. Donc après, c'est chaque mairie ou chaque communauté de communes qui décide ce qu'il va donner à sa bibliothèque. Du coup, on va dire arriver en comité lecture ou la validation de tous les livres par la maison d'expo et peut-être l'arrivée en librairie. C'est quoi les délais que vous avez pu constater sur vos expériences ? Vous voulez dire combien de temps ça passe entre le moment où on est accepté et le moment où on est publié ? Alors ça, c'est vraiment une bonne question. Et c'est très compliqué. On vous remercie de l'avoir posé. Voilà. Parce qu'en fait, la plupart des éditeurs, et je pense que tu le confirmeras, ont un calendrier éditorial. D'accord ? Donc, en fonction de leur budget et de leurs objectifs, ils vont prévoir un certain nombre de places dans ce calendrier. Donc, une fois qu'ils ont leur pool de manuscrits sélectionnés, ils vont leur donner une place sur ce calendrier. Sauf qu'ils sont obligés de s'y prendre très à l'avance, en général. Donc là, on est en 2021. Du coup, 2022, à mon avis, c'est déjà bouclé pour la plupart des gens. On commence à sélectionner des manuscrits pour 2023. Il y a peut-être quelques places en 2022 parce qu'il y a eu des désistements, il y a eu des retards d'auteurs, ou alors, à cause du Covid, ça a pas mal bouleversé les calendriers parce qu'il y a plein de sorties qui ont été repoussées. Et donc ça a repoussé d'autres sorties et certains éditeurs sont mis une marge de tampon et ont ralenti les publications. Et finalement, ils changent d'avis et réaccélèrent. Donc tout ça, c'est assez compliqué. Donc on peut signer un contrat, comme moi, mon prochain roman, il sort en octobre 2021, donc le mois prochain. Et j'ai signé le contrat en février 2020, avant qu'on sache que ce serait vraiment le gros bazar. Donc j'ai eu de la chance. Et ça m'est déjà arrivé d'attendre plus de 18 mois pour voir une parution de roman parce qu'il fallait que je m'insère dans le calendrier éditorial. En revanche, ça peut arriver que, vous discutez sur un salon par exemple avec un éditeur,
justement, il cherchait pile dans ce créneau-là, on va dire de la bonne science-fiction avec des gros vaisseaux qui tuent. Et du coup, il avait une place pour la fin de l'année. Il lit votre manuscrit, ça marche, vous signez le contrat, et puis vous êtes, dans l'année, en fait, vous êtes publié. Donc, ça dépend vraiment, il y a quand même un effet de chance qui peut arriver. Après, dans la majorité des cas, je pense qu'il ne faut pas être trop pressé. Pour revenir sur des calendriers déjà prêts, si vous prenez par exemple l'éditrice de TIFF, nous sur le prix Aventurial, on a besoin de savoir les sorties littéraires, ce qui va sortir dans l'année. Elle a été une des seules à pouvoir me donner le calendrier littéraire entre le 1er juillet de cette année et le 30 juin de l'an prochain. Ouais, elle travaille en fait avec un an d'avance, sachant que son calendrier éditorial est bouclé jusqu'à 2024, il me semble. Elle m'a dit qu'elle allait recevoir la semaine prochaine tous les livres. Tout à fait, elle les fait tous imprimer d'un coup en fait, voilà, pour réduire les coûts. Pour réduire les coûts, elle fait tout imprimer d'un coup, donc elle va tout recevoir jusqu'à... elle m'a donné la date, mais tout jusqu'à la sortie de décembre 2022. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je voulais juste demander, alors peut-être plus à l'éditeur, mais peut-être que les autrices aussi auront leur mot à dire. Vous avez parlé tout à l'heure, quand un livre ne fonctionne pas, vous avez parlé que ça pouvait être violent, remplacer au pilon, retirer librairie, etc. Comment on vit avec un auteur, je pense notamment aux jeunes auteurs, alors ça peut être violent pour tout le monde, mais en maison d'édition, on peut être amené à arrêter le contrat, je suppose, et est-ce qu'il y a un accompagnement, c'est le côté un peu plus relation humaine, comment on peut vivre ça? Alors, je vais répondre, mais effectivement, là encore, je pense que je suis un très mauvais exemple, parce que nous, il est hors de question qu'on rompe un contrat pour cette raison-là, donc ça n'arrivera pas, en fait, tout simplement. Nous, d'une manière générale, notre manière de fonctionner en circuit court fait qu'on essaye d'accompagner au maximum les auteurs et les autrices pendant, en fait, la partie où le livre est disponible, etc. On essaye, on a littéralement fait un guide d'accompagnement entre guillemets pour dire ça va être peut-être 1 mois, 2 mois qui vont être stressants pour vous, mais on est là, s'il y a un problème on est là pour en discuter, on peut vous expliquer dès qu'il y a quelque chose, si vous avez besoin de données on vous les donne, on essaye d'être le plus transparent et le plus humain possible en fait, parce que encore une fois je pense que le métier d'éditeur, c'est un métier qui est quand même un peu particulier en ce qu'on travaille qu'avec des gens beaucoup plus talentueux que nous en fait. Mais c'est vrai, je veux dire techniquement, on ne travaille qu'avec des gens plus talentueux que nous sur la plupart des sujets. Notre seule expertise, c'est savoir mener un projet à terme et avoir du flair en fait, juste ça. Mais disons que c'est pas vraiment valorisable ni très objectif comme compétence. Donc non, l'idée c'est d'être humain avec les acteurs de la chaîne, on s'en sortira pas sinon. On va prendre une dernière question, puis on va arrêter la table ronde parce qu'il y en a une suivante à 17h. Tu veux pas que je dise un mot sur le pilon, comment ça se passe? Oui, vas-y. Parce qu'en fait, moi je me suis fait pilonner, pas physiquement. Ça va, t'as survécu, tu as l'air bien. Voilà, je suis entière. Non, alors en fait, l'éditeur vous appelle pas pour vous prévenir qu'il va vous pilonner votre livre. Quand vous recevez vos droits d'une année sur l'autre, parce que les bons éditeurs vous envoient votre relevé de droits 2 fois par an, parce que ça dépend, c'est un peu compliqué toutes ces histoires de droits, donc je pense pas qu'on va traiter le point. Mais bon, du coup, vous avez votre nombre de ventes, les exemplaires qui ont été envoyés en service de presse, donc pour les lecteurs, les journaux, etc. Vous avez tout un tas de choses, et puis vous avez le nombre d'exemplaires qui sont passés au pilon. Et donc, en général, c'est pas la première année d'existence du livre, mais bon, quand ça fait longtemps qu'il est dans le circuit, au fur et à mesure, vous voyez qu'il y a 100, 200 exemplaires. Pour l'instant, des éditeurs avec lesquels j'ai travaillé n'ont pas pris tous les exemplaires de mon livre et les ont pilonnés, parce que sinon ils perdraient les droits d'exploitation, je serais en droit de récupérer mes droits, puisque s'ils cessent d'exploiter mon œuvre, ils n'ont pas le droit de garder les droits. Donc en fait ce qu'ils font, c'est que sur le stock, ils regardent un petit peu ce qui est vieux, et puis en fonction des quantités qui sont vendues dans l'année, ils vont en pilonner une certaine partie. Voilà. C'est pas aussi violent que ça. Bon, alors j'imagine que dans les faits, un gros camion part rempli de livres, et puis et c'est quand même assez moche, parce que d'un point de vue empreinte environnementale, c'est quand même un désastre. Mais c'est pas l'œuvre d'un auteur qui va être complètement éradiquée d'un coup. Donc voilà. Thierry, une dernière question. Ouais. Pour finir sur cette histoire de rémunération, en fait, l'illustrateur dedans,
Alors l'illustrateur, ce qui se fait la plupart du temps, c'est que les auteurs sont rémunérés au pourcentage, les correcteurs aussi, les éditeurs aussi, un peu tout le monde en fait. Les illustrateurs, c'est beaucoup plus rarement le cas. C'est de la facturation directe de la même manière que les imprimeurs. Un imprimeur, pour imprimer 300 exemplaires, va facturer, j'ai aucune idée des tarifs, il va facturer un truc. Un illustrateur, c'est la même chose. Donc ça peut aller, pour prendre une fourchette très large, ça peut aller de 300 à plus de 1000 € selon la rémunération de l'illustrateur, selon la taille de la maison d'édition et du coup le tirage qui va être fait des livres. On ne va pas facturer de la même manière si le livre est tiré à 300 ou à 5000 exemplaires. Donc voilà, ça peut être vraiment très variable. J'ai une petite question. Et du coup, il n'y a pas aussi le facteur temps parce que, enfin, je veux dire, en fonction du prix que tu vas facturer, il y a peut-être des fois où tu vas travailler plus sur l'illustration ou je sais pas. Il entre en ligne de compte, mais moins que ce qu'on pourrait penser, en fait. Parce qu'à ce moment-là, moi, je pourrais valoriser le fait que je passe 10 heures sur une couverture et me dire, puisque je suis payée à l'heure, je vais en mettre 30. Et c'est pas correct, c'est pas spécialement éthique. Donc c'est plutôt une grille de tarifs première de couverture pour une exploitation de 5 ou 10 ou 15 ans pour un tel tirage sur la France ou l'Europe, ou si je cède aussi les droits pour que le livre parte par exemple pour Michel Lafon, ils ont pris les droits aussi pour Michel Lafon Canada. Donc à ce moment-là, pareil, ça fait augmenter le prix. Mais le temps de travail en lui-même, disons que l'illustrateur est censé savoir à peu près combien de temps il met pour quel type de couverture et l'adapter à ses prix. Après, s'il est plus rapide, tant mieux pour lui. S'il est plus long, tant pis. Alors, si vous êtes intéressé par l'illustration et tout le travail des illustratrices, on a fait une table ronde il y a 2 ans, 3 ans, je n'en rappelle plus, 3 ans. Ça devait être en 2018, oui. 2018, 2018. Que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube des Aventuriales, comme vous pouvez retrouver toutes les tables rondes et conférences qui vont être faites ce week-end. Donc, laissez-nous juste le temps de les mettre en ligne. Et vous pouvez aussi retrouver toutes les anciennes tables rondes et conférences sur la chaîne YouTube des Aventuriales. Et si vous avez un peu de temps, il y a un petit barnum en bas. Elles y sont toutes, en fait. Il suffit de la sélectionner et vous pouvez les visionner. On vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne fin de journée et une superbe journée demain auprès de nous, aux Aventuriales. Merci à vous.